Afrique du Nord, 1943. Des chars américains se lancent dans leur première mission de combat de la Seconde Guerre mondiale, un baptême de feu. On pensait avoir le meilleur équipement. On se croyait prêt. Le général a dit « Attaquez à mon signal ». Mais quand on affronte l'Afrika Korps, c'est la victoire ou la mort. Distance 500 mètres. Char à 12h30. Feu à volonté. À la tête de l'assaut allemand se trouve Erwin Rommel, le renard du désert. Il disait « Faites votre travail. Tirez, tirez, tirez !» George Patton est le seul espoir des Américains. S'il était capable de faire preuve d'autant de courage, on le pouvait aussi. Deux des plus grands commandants de chars d'assaut de la Seconde Guerre mondiale croisent les tourelles à la campagne de Tunisie. Novembre 1942. À El Alamein, la 8e armée britannique écrase les forces du général Erwin Rommel. Son imposante Afrika Korps est réduit à 64 chars d'assaut. La défaite est totale et la situation désespérée. Le reste des forces de Rommel se replie à travers le désert. Poursuivi par les Britanniques en provenance de l'Est, il parcourt 2500 km jusqu'en Tunisie, où il se retrouve face aux forces alliées en provenance de l'Ouest. Parmi eux, la jeune première division blindée américaine. Les Américains se lancent fiers et confiants dans leur première mission de combat de la Seconde Guerre mondiale, armés de la plus récente technologie militaire, le char Sherman. Le nouveau char des Alliés est rapide et puissant. Il peut atteindre près de 40 km/h et il est armé d'un canon court de 75 mm. À El Alamein, le Sherman remporte la victoire. Les Américains s'attendent au même résultat en Tunisie. On pensait avoir le meilleur équipement. On se croyait prêt. Il n'y avait rien à craindre. Les Alliés commencent le combat avec une force impressionnante de 400 chars d'assaut, 100 chasseurs de chars et 70 000 hommes. Mais pour les blindés américains, il s'agit de leur premier combat sur le champ de bataille. Malgré leur assurance, ils sont encore novices. On n'avait absolument aucune expérience de combat. C'était un grand handicap. De son côté, Rommel souffre d'un manque de soldats et d'armement. Mais il est sauvé par l'arrivée de la 5e Panzer Armée en Tunisie, et avec elle, des canons anti-chars puissants et des Panzer IV à canon long. C'était probablement le meilleur char du monde à l'époque. Encore mieux que le Sherman. On était certain d'avoir une force supérieure aux Américains. En janvier, les Allemands déploient 300 Panzer, plus de 100 000 soldats et des centaines de canons anti-chars. La réputation de Rommel et de ses troupes est en jeu. Celui qui gagne la Tunisie gagne le combat pour l'Afrique du Nord. Les lignes de bataille sont tracées dans les montagnes éloignées de l'ouest de la Tunisie. Les Allemands attaquent les premiers, puis creusent des tranchées des deux côtés du col de Faïd, où ils attendent la contre-attaque américaine qui viendra finalement le 31 janvier.
Le but de cette contre-attaque est d'engager l'ennemi en combat ouvert. Le général a dit « Attaquez à mon signal ». Le chef de mon char était lieutenant. Il s'est porté volontaire pour attaquer le premier, probablement dans l'espoir de monter en grade. Alors on est parti. On voyait les Américains avancer vers nous. On avançait sans savoir où se trouvait l'ennemi. Ce n'est pas pour parler en mal des Américains, mais ils semblaient vraiment inexpérimentés. Nos canons 88 étaient bien camouflés dans le champ de cactus. On approchait le champ. Ils ne nous ont pas vus. Et ils ont tiré. De toute façon, les Américains ne pouvaient rien faire contre le 88. Le 88 allemand est l'arme la plus meurtrière sur le champ de bataille. Avec un canon de 4,9 mètres et une vitesse initiale de 820 mètres par seconde. Lorsque la vue est dégagée, il peut détruire un Sherman à plus de 2 km. Bien positionné et bien camouflé, le 88 pouvait détruire des chars sur une grande distance. La seule façon de les vaincre était de les attaquer de front. S'ils nous frappaient par le flanc, on n'était plus vulnérables. Parfois, on ne savait même pas d'où ils venaient. Les explosions d'obus étaient assourdissantes. Même à 3 mètres de nous. J'avais envie de sortir de mon char et de leur renvoyer les obus avec un bâton de baseball. Le canon 75 mm d'un de nos blindés a été coupé en deux. On aurait dit un howitzer à canon court. Les 88 les éliminaient, l'un après l'autre. Il fallait bouger pour ne pas se faire tirer dessus. On ne pouvait pas rester en place. Le chef de char m'a donné l'ordre de reculer. Il a dit « On fout le camp d'ici ». Il a répété l'ordre, mais mes jambes tremblaient trop. Et tout à coup, boum! Je priais pour ma survie. J'étais terrifié. On en a détruit plusieurs. Les autres se sont enfuis. Une fois la poussière retombée sur le col de Faïd, la défaite est incontestable. On pensait avoir le meilleur équipement, mais on avait tort. On a compris que notre force était nettement supérieure à la leur. Mais les commandants américains refusent d'en rester là. 2 semaines plus tard, ils lancent une autre attaque de chars d'assaut en direction du col de Faïd. Notre devoir était de suivre les ordres. C'était tout un cadeau pour nous.
Novembre 1942. Les forces de Rommel subissent la défaite à El Alamein. Les Allemands se replient vers l'ouest et parcourent 2500 km jusqu'en Tunisie, où ils sont surpris par les forces alliées en provenance des montagnes. Les forces américaines inexpérimentées tombent dans une embuscade au col de Faïd. Les panzers allemands continuent leur avancée et prennent possession de Sidi Bouzid. Les Américains téméraires contre-attaquent une fois de plus avec les chars Sherman. À partir de ce moment, on savait qu'on n'était pas de taille contre leur armée. On le savait très bien. Et pourtant, notre devoir était de suivre les ordres. Les Américains ont commencé l'attaque avec un gros arsenal, comme d'habitude. C'était tout un cadeau pour nous. Les Américains cherchent à démontrer leur force. Ils avancent à toute vitesse, formation en V, et chargent tête baissée vers le col de Faïd. Dans leur emportement, ils soulèvent un nuage de poussière important qui les empêche de voir les deux divisions de panzer de chaque côté de la route. C'est un exemple typique de charge de cavalerie. Mais cette tactique, qui date d'avant même la Première Guerre mondiale, se révélera bien dépassée contre des panzers aguerris. Ils n'ont pas vu nos deux compagnies de blindés qui les attendaient le long de la route. Il faut dire à leur défense qu'on était plutôt bien cachés. À la radio, on s'est dit qu'on devrait attendre qu'ils soient rendus le plus près possible. Quand le premier char est arrivé à environ 300 mètres de nous, on a ouvert le feu. C'est ainsi qu'a commencé la bataille de Sidi Bouzid. Ils étaient si nombreux qu'on n'avait pas le temps d'assigner les cibles pour chaque canon. Le char allemand Panzer IV est l'un des plus puissants chars sur le champ de bataille. Avec son long canon de 75 mm, il peut percer le blindage d'un Sherman à une distance de 2 km. À quelques centaines de mètres, il peut le réduire en miettes. Sa vitesse de frappe était exceptionnelle. Nos obus avaient une trajectoire plus arquée que celle des obus allemands. À une distance de 1000 mètres, il fallait viser seulement 10 cm plus haut que la cible. À moins de 1000 mètres, on pouvait viser la cible directement. Les projectiles étaient très rapides. On détruisait les chars devant nous, les uns après les autres. Évidemment, ils tiraient eux aussi. On ne tirait pas n'importe où. Il y a peut-être eu quelques tirs à l'aveuglette, mais la plupart du temps, on visait la cible. J'ai dû baisser la tête quelquefois, mais ils ne nous ont jamais touchés. Les chars américains en queue de peloton ont pu voir ce qui se passait. Ils en ont probablement déduit qu'ils n'avaient aucune chance et ils se sont enfuis vers le nord. On s'est lancé à leur poursuite pour les empêcher de s'enfuir.
Le duel entre les Sherman et les Panzers n'a duré que quelques minutes. On a tiré jusqu'à ce que tous les Sherman soient détruits. Le dernier char était à 2 kilomètres de nous. Mais j'ai réussi à l'abattre lui aussi. À Sidi Bouzid, on a détruit entre 45 et 60 Sherman ennemis. De notre côté, on n'a subi aucune perte. L'ennemi n'a jamais réussi à toucher nos chars. Pas un seul. C'était une image terrifiante. Tous ces chars d'assaut en feu sur un si petit territoire. Pour la deuxième fois en 2 semaines, les Américains venaient de prouver leur inexpérience. Plus de 100 chars d'assaut sont détruits. Ses ennemis à sa merci, Rommel mijote un nouveau plan audacieux. Traverser les positions ennemies et éliminer la menace américaine une bonne fois pour toutes. Tunisie, février 1943. Les chars de la première division blindée américaine se précipitent tête baissée sur le territoire de Sidi Bouzid. Pour les Américains, c'est un désastre. Mais pour le feldmaréchal allemand Erwin Rommel, c'est l'occasion rêvée d'en finir avec la menace américaine. Le commandement américain devient nerveux. Sa réaction lente est typique des hommes qui commandent pour la première fois en situation difficile. Les débutants manquent d'audace. J'en profite pour déployer toutes nos forces et attaquer leurs arrières. L'opération Storm Tide de Rommel est constituée d'une attaque de Panzer sur 3 fronts à travers les cols de montagne. À l'épicentre de la bataille se trouve un territoire dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire des guerres blindées américaines, Kasserine. On les appelle les collines de chars d'assaut. Je m'appelle Ali Ammar et je me souviens de la guerre. Il y a beaucoup de cadavres ici. Sur mes terres, on trouve encore des corps chaque année. Les Allemands étaient là-bas et les Américains de ce côté. C'est ici qu'a eu lieu le combat. Cette montagne était un point crucial de la bataille. Février 1943. Les Américains ne sont pas prêts pour cette bataille. Leurs défenses entourant Kasserine sont étirées et faiblement armées. L'artillerie lourde prend position sur le terrain rocheux et la compagnie C du 805e bataillon de chasseurs de chars se positionne en terrain surélevé plus au nord. Je ne peux pas dire qu'on avait peur à ce moment-là. On n'avait pas encore vécu de gros conflits dans cette région. Tout était calme. Mais on ne savait jamais combien de temps ça pouvait durer. Dès l'aube, les panzers allemands se mettent en marche. Rommel lui-même mène l'assaut à la tête du peloton. L'ordre était court et précis.
Suivez-moi, le reste sera expliqué en chemin. C'était tout. Tout ce que je pouvais répondre, c'était « À vos ordres, Feldmaréchal ». Je n'oublierai jamais ce moment. Ils étaient si proches, il y en avait à perte de vue de tous les côtés. On se demandait comment ça allait se terminer. Ils étaient surpris de voir arriver des Allemands dans cette zone. On avançait rarement aussi rapidement. Dès qu'on les a vus, on a paniqué. Avec mes jumelles, j'inspectais les environs du haut de la tourelle à la recherche d'ennemis. J'ai dit à mon artilleur, tourelle, à 12h30. Ensuite à mon chargeur, munitions perforantes. Distance 500 mètres, char à 12h30, feu à volonté. Le chargeur replaçait automatiquement un obus dans le canon. Ça ne prenait que quelques secondes. Je peux vous dire que ça nous a surpris. La suite nous terrifiait. Char américain à 2h. Munitions perforantes, feu à volonté. Il y a eu un jet de flamme. L'obus a atteint la cible et le char a explosé. Soudainement, on a aperçu 8 Sherman américains sur notre gauche. On s'est repositionné rapidement. Ils tiraient aussi, mais sans succès. Nos tirs étaient plus précis. On avait peur. On ne pensait qu'à notre survie. Nos canons étaient prêts. On a commencé à tirer d'en haut. L'Autochenille M3 est un chasseur de chars équipé d'un canon de 75 mm porté à l'arrière. Il est protégé d'un mince blindage frontal en acier trempé de 16 mm. L'attaque est son seul moyen de défense. Nos 75 mm frottaient leurs chars comme on craque une allumette. Les obus ricochaient sur leur blindage, sans jamais le percer. Il fallait faire quelque chose le plus rapidement possible. Acculés à la montagne et inférieurs en nombre et en puissance de feu, les chasseurs de chars sont sur le point de devenir les proies. L'ennemi se rapprochait. On ne savait plus quoi faire. On était entouré de pentes raides. On était pris au piège. Février 1943. La bataille de Kasserine. Un convoi de chars d'assaut allemands progresse le long du col de la montagne et réduit les défenses américaines en miettes. Dès qu'on les a vus, on a paniqué. Char américain à 2h. Munitions perforantes. Feu à volonté.
Je peux vous dire que ça nous a surpris. La suite nous terrifiait. La compagnie C du 805e bataillon de chasseurs de chars est coincée entre le flanc de la montagne et les panzers indestructibles de Rommel. L'ennemi se rapprochait. On était pris au piège. Quand on a aperçu les avions au loin, on pensait que notre heure avait sonné. On était certain que les avions allemands allaient nous achever un par un, comme dans un abattoir. Mais c'étaient les avions américains. Ils ont bombardé les chars allemands et en passant au-dessus de nous, les uns derrière les autres, ils balançaient leurs ailes de gauche à droite, jusque de l'autre côté de la montagne. Ils essayaient de nous dire qu'on pouvait remonter la montagne et redescendre de l'autre côté. En effet, il y avait un chemin tout en haut qui allait nous permettre de sortir de cette position. On a tout de suite commencé à gravir le flanc de la montagne. Ça semblait impossible, mais quelques-uns y sont arrivés. Durant les 3 jours suivants, les Américains se replient sur plus de 100 km. Ils perdent plus de 6000 soldats et 200 véhicules blindés. Une autre défaite pour les Américains, trop confiants et peu expérimentés. Nos commandants n'avaient ni le savoir, ni l'expérience nécessaire pour affronter une force comme celle-là, nettement supérieure à la nôtre. Malgré la victoire à Kasserine, la position de Rommel est toujours précaire. Il est entouré de ses ennemis. Maintenant que la menace américaine est moins pressante, il détourne son attention vers la 8e armée britannique à l'est. Le 6 mars, il mène un autre convoi massif, mais cette fois-ci vers Médénine. On est sorti du col et on a traversé le désert à une très grande vitesse. On formait un immense nuage de poussière pour couvrir nos arrières. Nos 150 chars d'assaut avaient pour mission de repousser la 8e armée britannique vers la mer et de l'éliminer. Mais Rommel joue de malchance. Les services de renseignement britanniques interceptent ses ordres et déploient 500 canons pour lui barrer la route. Les obus pleuvaient de tous les côtés, par l'avant, l'arrière, par la gauche et par la droite. À côté de moi, à 15 mètres environ, le char d'un des sergents a été touché directement sur la tourelle. J'ai vu les flammes sortir de la tourelle. Le sergent s'est levé, prêt à sauter à terre, mais il s'est effondré. Devant moi, il y avait le char du commandant de compagnie von Schlieffen. Il a été touché aussi. Aveuglés par la poussière, les panzers allemands sont une cible facile. Ils ne peuvent pas attaquer efficacement l'ennemi, puisqu'ils ne savent pas où il se trouve. Pendant 4 heures, tout ce que je voyais était le sable qui volait partout autour de nous. C'était impossible de voir quoi que ce soit en avant, à gauche ou à droite. On ne voyait rien du tout. Tout ce sable dans l'air nous bloquait complètement la vue. On ne bougeait plus.
On ne savait pas dans quel sens on devait aller. On était resté planté là pendant 4 heures dans la peur de recevoir un obus. Le char de Rommel a aussi été touché. Les bombardements ont commencé tout d'un coup et se sont terminés tout aussi subitement à midi. Ce n'était pas une surprise d'apprendre par la suite que 55 de nos 150 chars d'assaut avaient été détruits. C'était un désastre pour Rommel. Ce fut sa dernière bataille en Afrique. 3 jours plus tard, Hitler appelle secrètement Rommel en Allemagne pour des traitements médicaux, privant ainsi ses soldats de leur figure de proue au moment où ils en ont le plus besoin. Battus par les Britanniques dans le désert, leur seule chance de survie est de se replier vers l'ouest à travers les montagnes. Mais les Américains ont regroupé leurs forces. En l'absence de Rommel, ils ont repris possession des montagnes de Kasserine. Ils ont maintenant un nouveau commandant. Le général George Patton est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Et quand il dirige, il s'attend à ce qu'on lui obéisse. Il nous faisait rire quand il disait « Nous sommes des hommes de Mars. N'ayez pas peur, vous êtes entre bonnes mains. Nous serons victorieux. » Le général semble fier et confiant. Mais son courage est sur le point d'être mis à l'épreuve sur le champ de bataille. Février 1943. Les forces blindées alliées et allemandes s'affrontent sur le champ de bataille de la Tunisie. Après avoir subi l'humiliation d'une série de défaites, les Américains sont placés sous la direction du général George Patton. Il a pour mission de transformer cette armée en retraite en une armée de vainqueurs. Il disait des choses comme « On va les avoir, ces salauds ». S'il était capable de faire preuve d'autant de courage, on le pouvait aussi. Ça nous a redonné confiance de savoir qu'il croyait en nous. Les forces américaines revigorées occupent à nouveau les montagnes pour resserrer les taux sur les panzers allemands et leur bloquer la route à El Guettar. C'est ici que Patton trace une ligne dans le sable, au-delà de laquelle les Américains refusent de reculer. Après avoir étudié les défaites de Faïd et de Sidi Bouzid, Patton dresse ses propres pièges. Ses troupes creusent des tranchées des deux côtés de la route dure et rocailleuse. Ça, c'est une pièce de canon qu'ils ont laissée derrière. On en retrouve plusieurs sur nos terres. Vous voyez, il y en a une autre juste là. Ce sont les terres de ma famille. Je n'avais que 10 ans à l'époque de la guerre, mais je m'en souviens comme si c'était hier. بالنسبة للألمان في الجبل ذاك من نخر الجبل حتى للبقعة العالية ذي
Les Allemands arrivaient par le col de montagne, par là-bas. Les Américains, eux, étaient positionnés dans les montagnes de l'autre côté. Je me souviens du bruit sourd de leurs avions et de leurs armes. Ma terre était devenue un champ de bataille. Le 23 mars 1943. Les Allemands traversent le territoire d'El Guettar. Cette fois-ci, les chasseurs de chars de Patton sont prêts à les affronter. 36 de nos chasseurs de chars les attendaient. Notre éclaireur est arrivé face à face avec 75 chars d'assaut allemands qui traversaient le désert et avançaient vers nous. Ils roulaient très lentement parce qu'ils savaient qu'on était là. Leur avancée était lente mais constante, comme s'ils étaient en pleine parade militaire. Les Allemands prennent un risque calculé. Les Panzers forment un cercle d'acier au centre de la route et s'engagent dans le col à 5 km/h. L'objectif est de se protéger d'un bouclier de blindage pour traverser les lignes américaines étendues de chaque côté de la route. Quand on était derrière la crête, on ne pouvait pas les voir. Alors on remontait, on tirait et on redescendait. L'ennemi était facilement repérable. Il était juste en dessous. C'est plus avantageux de tirer vers le bas que de tirer vers le haut. Je me rendais au sommet et avant même que j'aie le temps d'arrêter le char, l'artilleur était déjà prêt à tirer. La seule façon de les arrêter était de viser les chenilles pour les empêcher de manœuvrer. En combat, on ne doit pas penser à l'éventualité de la mort. Il faut rester concentré sur l'objectif. Les Allemands arrivent à garder leur formation sous les tirs lourds. Ils avancent inébranlables et acharnés vers leur objectif. Sans vouloir être arrogant, je dirais qu'on était plutôt intrépide. On était un corps d'élite, n'est-ce pas? Oui. « 23 mars 1943. La bataille décisive de la campagne en Afrique du Nord commence par l'avancée des panzers allemands à El Guettar. Pour la première fois de la campagne, les forces américaines refusent de céder. Le combat dure plus de 12 longues heures. C'était eux ou nous. Il fallait faire quelque chose le plus rapidement possible. Le conducteur était assis juste à côté du canon. C'est pour ça que je n'entends plus très bien aujourd'hui. On était tous terrifiés. Tous les soldats étaient nerveux, à en faire dans leurs culottes.
Les Allemands étaient forts, il faut leur donner ça. Une fois leur char hors service, les soldats encore vivants installaient la mitrailleuse du véhicule sur le sol et continuaient à tirer. Dans la même journée, les Panzers gagnent du terrain à 2 reprises et sont immédiatement arrêtés par les chasseurs de chars du 805e bataillon. Pour les deux parties, les pertes sont élevées. À la fin de la journée, le feu ravage encore 21 chasseurs de chars et 31 Panzers laissés sur le champ de bataille. Patton est victorieux. Les forces allemandes épuisées n'ont nulle part où aller. C'était la fin pour nous. On n'avait plus de munitions et plus d'essence. Il fallait se rendre. C'est ce qu'on a fait le 13 mai 1943. Plus de 250 000 soldats allemands en Tunisie capitulent devant les Alliés. C'était horrible de se faire capturer. Il n'y a rien de pire pour un soldat. On est encore très fiers d'avoir fait partie de l'Afrika Korps allemand. El Guettar est la première victoire des forces blindées américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne seront plus jamais considérés comme le maillon faible des Alliés. Mais toute victoire a un prix. Je n'ai jamais pensé que ce serait facile. Ce n'est jamais facile sur un champ de bataille. C'était eux ou nous. C'est ça qui nous faisait peur. On n'y peut rien. On est humain, après tout. C'est un fait qu'il faut accepter. En temps de guerre, il y aura toujours des pertes. Certains de vos amis y laisseront la vie. La bataille de Tunisie est le chapitre final dans l'histoire de l'Afrika Korps de Rommel. Mais pour Patton et ses troupes blindées aguerries, c'est le début d'une longue route qui mènera ultimement à la victoire des Alliés en Europe.